Comme l'a si bien dit l'un des meilleurs personnages de l'histoire de la télévision, This game is rigged, man. même si l'UFC prétend être une méritocratie, la réalité est un petit peu plus complexe. Le MMA est un sport, mais l'UFC est un business, et souvent, être un bon combattant ne suffit pas à obtenir les faveurs de la promotion. Il y a plusieurs exemples de combattants exceptionnels qui ont dû prendre leur mal en patience afin d'obtenir leur chance, et qui ont dû regarder d'autres personnes moins méritantes voler leur place. Une dualité qui serait illustrée à la perfection par un futur combat entre Colby Covington et Leon Edwards. Il arrive qu'une division ait simplement besoin d'injecter de nouveaux talents dans ses rangs, mais parfois, il y a une star en pleine ascension que rien ne doit arrêter. Quelle que soit la raison, l'UFC a prouvé à maintes reprises qu'il est possible de créer de véritables boulevards pour certains combattants s'ils ont reçu la bénédiction du boss, ou comme le dit Tony Ferguson, You got the handed to you. You got Dana White privilege. Tony. vous regardez la chaîne des Journeymen et voici 10 combattants que l'UFC a poussés jusqu'à un combat pour le titre. Numéro 10, Chael Sonnen contre John Jones, UFC 159. Name who? I did not think I was going to beat John Jones the night that I fought John. Cet extrait résume à peu près le sentiment de toute la communauté lorsqu'il a été annoncé que Chael Sonnen allait obtenir une chance à la ceinture de John Jones. 8 ans après son dernier combat chez les lourds légers, il est plus que difficile d'imaginer le gangster de l'Oregon battre l'invincible champion. Mais quelques mois plus tôt, Jones a refusé d'affronter Sonnen en short notice après une blessure de Dan Anderson. Il n'en a pas fallu plus à l'UFC pour mettre sur pied une saison entière de The Ultimate Fighter et un combat entre les deux hommes pour le main event de l'UFC 159. Sportivement, cet affrontement n'a aucun sens, mais Sonnen sait vendre un combat et Jones manque cruellement de compétition. L'UFC a vu une brèche et a foncé dedans. Comme on pouvait s'y attendre, Chael s'est occupé de promouvoir le combat à la perfection, mais John Jones n'a fait qu'une bouchée de lui dans la cage. L'occasion pour Sonnen de toucher le dernier gros chèque de sa carrière à l'UFC, 2 combats avant son départ de la promotion. Numéro 9, Nick Diaz contre Georges St-Pierre, UFC 158. Après avoir quitté l'UFC en 2006, Nick Diaz enchaîne les belles performances et devient champion du Strikeforce. Après sa victoire contre Paul Daley pour sa 3e défense de titre, une question revient de plus en plus chez les fans. Le Stockton Bad Boy est-il devenu le meilleur poids welter de la planète? Pour son retour à l'UFC en 2011, le plan est de le faire affronter Georges St-Pierre pour répondre à cette question. Ce combat tombe à l'eau 2 fois, la première parce que Nick ne se présente pas à ses obligations médiatiques, et la deuxième car le Canadien se blesse. La hype autour d'un clash entre les deux hommes est énorme, mais contre toute attente, Diaz perd contre Carlos Condit à l'UFC 143, une défaite qui contrarie les plans de l'UFC. Qu'à cela ne tienne, Dana White décide que le combat aura lieu quand même et les deux hommes s'affrontent à l'UFC 158. Ce combat aurait probablement dû revenir à Johnny Hendricks, mais Dana n'en a eu que faire, et il a très bien fait d'ailleurs, car 950 000 téléspectateurs achètent la soirée. JSP remporte une décision unanime, prouvant définitivement qu'il est le meilleur poids welter du monde. Numéro 8, Yuri Prochazka contre Glover Teixeira, UFC 275. Comme beaucoup de fans, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour être conquis par Yuri Prochazka. Lorsque son contrat avec Rizin prend fin, cela fait déjà plusieurs années que la communauté attend sa venue à l'UFC. Après sa signature, il est évident que la compagnie a de très beaux projets pour lui, car il est immédiatement programmé pour un combat contre le numéro 7 de la division, le Suisse Volkan Oezdemir. Une victoire contre ces derniers et une deuxième contre Dominic Reyes propulsent Prochazka dans un combat pour le titre. Pour ce qui est seulement sa 3e apparition à l'UFC, il bat Glover dans le combat de l'année 2022 et devient champion du monde. Un contraste saisissant avec le Brésilien qui a pris près de 10 ans à remporter le titre. Yuri a été catapulté vers la ceinture car la division manquait de profondeur et parce que sa personnalité a conquis les fans. Il est actuellement blessé, mais il devrait revenir en fin d'année pour ce qui ressemble déjà à un véritable choc entre deux colosses d'une autre époque. Numéro 7, Cody Garbrandt contre Dominick Cruz, UFC 207. Cody Garbrandt est un combattant téméraire, et il est difficile de le décrire autrement qu'un peu impulsif, mais il se sert de ce tempérament pour développer un style très agressif qui repose sur ses qualités de boxeur et sur sa puissance. Même si cela fonctionne moins bien pour lui depuis quelques années, Garbrandt est une terreur lors de ses débuts à l'UFC. Dana White sait reconnaître une bonne opportunité lorsqu'elle est sous ses yeux. Au milieu des tensions grandissantes entre TJ Dillashaw et son mentor Uriah Faber, No Love combat 3 fois entre février et août 2016. Une victoire contre le numéro 11 de la division Takeya Mizugaki, et voilà que l'UFC propulse Garbrandt dans un combat pour la ceinture de Dominick Cruz. En quelques mois à peine, il est passé d'affronter des adversaires non classés à une chance pour la ceinture. Le soir de l'UFC 207, Cody met sur pied l'une des plus belles performances de l'histoire de l'UFC et il bat le Dominator, la première défaite du champion en presque 10 ans.
Évidemment, la suite ne se passe pas comme prévu pour Garbrandt, qui perd son titre immédiatement contre son ancien partenaire d'entraînement, TJ Dillashaw. Il perdra 4 des 5 combats qui suivent, mais Cody n'a que 32 ans et il peut encore rebondir, même si pour le moment, sa chute semble aussi rapide que son ascension. Numéro 6, Zhang Weili contre Jessica Andrade, UFC Fight Night 157. Près d'un être humain sur 5 est chinois, pas besoin de grandes leçons d'économie pour comprendre pourquoi l'UFC essaye de s'imposer sur ce marché depuis des années. L'UFC a des bureaux là-bas, un institut de performance, et la Chine a même eu le droit à sa propre saison de TUF en 2013. Bref, il y a de l'argent à se faire en Chine et toute une audience à récupérer. De toutes les tentatives de l'UFC de conquérir l'Empire Céleste, aucune n'a été aussi efficace que Zhang Weili. L'histoire de la compagnie nous a enseigné qu'un champion fait toujours des merveilles pour l'attention portée au sport sur sa terre natale. Alors que Zhang Weili fait ses débuts dans la promotion en 2018, Dana White voit immédiatement le potentiel de la poids paille. 3 combats plus tard, la voilà en main event d'une carte à Shenzhen dans un combat pour le titre de Jessica Andrade. Pour obtenir ce privilège, elle a battu Danielle Taylor et Jessica Aguilar, 2 combattantes qui ne figuraient pas dans le top 15, puis Tecia Torres, 7ème mondiale qui restait sur 2 défaites de rang. Aucune de ces victoires ne crie vraiment challengeuse au titre, mais qu'à cela ne tienne, Dana White veut son marché chinois et il lui faut sa championne. Zhang Weili bat Jessica Andrade en 42 secondes sur ses terres et en un claquement de doigts, une star est née. Numéro 5, Alex Pereira contre Israel Adesanya, UFC 281. Lorsque Poatan a annoncé sa transition du kickboxing vers le MMA, tous les yeux se sont naturellement tournés vers Israel Adesanya. En effet, Pereira a battu Adesanya à 2 reprises dans sa carrière de kickboxer, un fait très intriguant à l'époque, car tout ce qui a été vu d'Adesanya dans l'octogone est proche de la perfection. Le but de l'UFC est clair, elle veut créer un boulevard aux Brésiliens jusqu'à un combat pour le titre. Il faut dire que le règne d'Adesanya commence à sérieusement pâtir d'un manque de compétition. L'UFC a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire en exploitant cette rivalité, et après 2 combats d'échauffement, l'UFC programme Poatan contre Sean Strickland, qui va servir d'adversaire pour légitimer la future chance au titre du Brésilien. L'UFC sait que Strickland va vouloir boxer avec Pereira, ce qui est une très mauvaise idée. Ce qui devait arriver arriva et Strickland mange un sérieux KO, une véritable aubaine pour l'UFC qui peut programmer le combat tant attendu entre Adesanya et Pereira. Il ne lui a fallu que 3 combats pour obtenir une chance au titre des pas moyens et visiblement, un seul suffira chez les lourds légers. S'il obtient le combat tant attendu contre Yuri Prochazka, Poatan a une chance de devenir double champion de l'UFC en seulement 7 combats. Numéro 4, Darren Till contre Tyron Woodley, UFC 228. Si vous pensez que Paddy Pimblett est une tentative hasardeuse de reproduire Conor McGregor, vous avez tout à fait raison, mais laissez-moi vous présenter le premier McGregor 2.0, Darren Till. Avec son fort accent, sa grosse personnalité, Darren Till a immédiatement séduit les fans. Il veut affronter tout le monde, n'importe où et n'importe quand, et honnêtement, il est difficile de ne pas voir un peu du Notorious en lui. L'UFC se sert de son momentum après sa victoire contre Donald Cerrone pour le programmer contre le numéro 1 de la division, Stephen Thompson. Un combat qui se déroule dans l'arrière-cour du Gorilla à Liverpool dans une ambiance des très grands soirs. L'Anglais remporte une décision très controversée, voire scandaleuse, car la quasi-totalité des fans et des experts donne 4 rounds sur 5 à Wonderboy. Darren est projeté en main event de l'UFC 228 contre le champion Tyron Woodley. L'Anglais se fait battre brutalement, une défaite dont il ne s'est jamais vraiment remis. Propulsé trop rapidement, Till paye également un manque de professionnalisme évident du fait du nombre de pesées ratées et de son comportement hors de la cage. Mais il n'a que 30 ans et il pourrait totalement reconstruire sa réputation et sa carrière. Numéro 3, Bethe Correa contre Ronda Rousey, UFC 190. Le combat pour le titre dans lequel s'est retrouvé Darren Till était certes prématuré, mais ce n'est rien en comparaison du main event de l'UFC 190. Bethe Correa n'avait rien à faire dans le même ring que Rousey et tout le monde le savait. En 2015, tout ce que fait ou dit la championne se transforme en or pur. Elle est au-dessus du lot, elle ne peut pas ses adversaires, elle les décime. Il devient difficile de trouver un challenge crédible à Rousey et l'UFC commence à devoir sérieusement se creuser les méninges. La promotion se sert de la victoire de Bethe Correa contre plusieurs amis de Rousey pour justifier un affrontement entre les deux. Bethe joue un peu trop son rôle d'antagoniste dans les jours menant à l'UFC 190, elle fait des références peu subtiles au décès du père de Rousey. Une attitude qui pousse la championne à dire, et je cite, qu'elle veut punir Correa et qu'elle veut prendre son temps en le faisant. Le combat lui-même dure un peu plus de 30 secondes et 900 000 personnes l'achètent, 78 ans après la dernière exécution télévisée aux États-Unis. Numéro 2, Brock Lesnar contre Randy Couture, UFC 91. Brock Lesnar peut probablement aller n'importe où et y faire n'importe quoi et je doute que qui que ce soit essaierait de l'en empêcher.
Après une tentative désastreuse de se lancer dans le football américain, Lesnar se tourne vers le MMA, une trajectoire cohérente pour l'ancien lutteur universitaire. L'UFC s'attache les services de l'ancien catcheur après un seul combat professionnel. Pour ses débuts dans la promotion, l'UFC décide de mettre les petits plats dans les grands et programme Lesnar contre Frank Mir, ancien champion du monde. L'UFC veut clairement que Lesnar combatte rapidement pour la ceinture. Malheureusement pour Dana, Mir bat Brock et la perspective de voir sa poule aux œufs d'or avec le titre semble déjà s'éloigner. Qu'à cela ne tienne, Lesnar est programmé contre Heath pour l'UFC 87 et il bat le Texan après un combat lymphatique qui va jusqu'à la décision. Que faire de Lesnar après une défaite et une victoire contre un adversaire très éloigné dans le classement? Croyez-le ou non, c'est une chance au titre. Lesnar passe au-dessus de tous les challengers et il affronte Randy Couture pour la ceinture à l'UFC 91. La décision de programmer ce combat est très controversée, mais elle paye au centuple pour l'UFC. Plus d'1 million de spectateurs achètent la soirée et Lesnar bat Couture à la surprise générale. Après seulement 2 combats dont une défaite, il a obtenu une chance à la ceinture et il quitte Las Vegas en tant que champion du monde. Jamais un combattant n'a aussi peu mérité de chance au titre sportivement, mais il y a un homme qui a bénéficié d'un boost par l'UFC à tant de reprises qu'il était impossible de ne pas le placer à la première position. Numéro 1, Conor McGregor, UFC 194, UFC 205 et UFC 229. Sans aucune surprise, Conor est au sommet de cette liste. Quoi que vous pensiez de McGregor maintenant, son impact sur le sport ne sera probablement jamais répliqué. L'Irlandais est le parfait mélange d'attitude et de prouesse sportive et il a entraîné tout le sport dans son ascension. Même s'il a dû gagner chacun de ses combats à la sueur de son front, il va sans dire que l'UFC a su créer les circonstances propices à l'explosion du Notorious. Une victoire contre Dennis Siver, 10e de la division, suffit à l'UFC pour programmer un combat entre McGregor et le légendaire José Aldo pour la ceinture des poids plumes. Lorsqu'il est champion, l'UFC le laisse mettre la division des poids plumes en pause pendant plus d'1 an pour combattre Nate Diaz 2 fois chez les poids welter. Ensuite, il se voit offrir une chance au titre des poids légers d'Eddie Alvarez, une division dans laquelle il n'avait jamais combattu pour la promotion. Même après avoir pris presque 2 ans de pause pour aller boxer Floyd Mayweather, l'UFC lui offre immédiatement une chance à la ceinture de Khabib. Même aujourd'hui, alors qu'il n'a remporté qu'un seul combat en presque 7 ans, on se doute qu'il ne lui suffirait que d'un seul succès pour obtenir une nouvelle chance à la ceinture. Que vous trouviez que son apport au sport justifie cela ou non, aucun combattant n'a reçu autant de coups de pouce que Conor. Il faut dire qu'aucun combattant n'a probablement rempli autant les poches de l'UFC que lui. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve une prochaine fois.